bien. Bonjour, J.F., ça va? Bon, on est toujours bien. Jean-Emmanuel est là. Super bien. Jean Numa est là. Oui, absolument. Bon, alors, on est tous là, mesdames, messieurs. Et on va commencer dans l'actualité internationale et puis on va commencer par fâcher Ismaël. Puisqu'on va parler de... J'ai pris la résolution de ne plus me fâcher. On va parler de... Obama. Non, Obama, qu'est-ce qu'il y a de bien à dire sur Obama? Quand on dit quelque chose de bien sur Obama, on sait que ça fâche Ismaël. Ouais, mais il y a rien de bien à dire. Oh, mais l'économie américaine qui se porte bien. Ah. Yes, sir! L'économie américaine se porte bien, messieurs. On se calme. Non, on se calme. L'économie américaine se portait bien depuis. C'est ce qu'on appelle un accroissement de la croissance. C'est pas quelque chose qui vient d'arriver depuis un certain temps, là. C'est un accroissement de la croissance, mon cher. Un accroissement de la croissance. Ouais. C'est-à-dire qu'une accentuation de la croissance. Pour permettre à nos auditeurs, de l'eau au moulin de Jean Ernest, ça veut dire que l'économie se porte très bien. Bon, pas seulement bien. Non, mais parce que ce que je veux dire, c'est... Non, mais c'est la ville de Détroit aussi qui recommence à... Ben, ça fait un petit bout de temps. Un petit bout de temps. Non, mais je te donne... C'est pas une nouvelle. Ismaël, je lui donne des éléments. Des éléments pour m'attaquer. C'est comme le gars qui a appelé et qui dit, vous savez, Duvalier est parti, hein. Oui. Entre-temps, Duvalier est mort. Oui, bon, c'est vrai. Ah, mais messieurs, s'il vous plaît, là. L'économie américaine se porte. Bon, non, mais tu vas faire une promesse. Tu vas arrêter de crier. Non, messieurs, ne me dites pas ça, là. Et c'est, de mois en mois. Ne casse pas mon phone. De mois en mois, Barack Obama avait ce fardeau-là à porter et de mois en mois, l'économie, c'est-à-dire, le fait que ça va bien, que l'économie américaine va bien, se confirme d'exercice en exercice. Et là, messieurs, on dira ce qu'on voudra, mais ça va bien. Si vous ne voulez pas dire que ça va bien, on laisse le sujet, parce qu'il n'y a rien à dire là-dessus. Et on s'en va en Amérique latine, on va fâcher Ismaël de toute façon. Alors moi, je vais dire quelque chose. On va fâcher Ismaël. Tu as raison, c'est quand même un pays qui était au bord de la faillite, qui avait été décoté, faut pas l'oublier, et qui remonte fort bien la pente, et tant mieux pour effectivement l'administration Obama, parce que il va probablement quitter avec une économie américaine complètement rétablie, avec un taux de chômage proche de 0, parce que quand tu es en dessous de 4, tu es considéré comme 0. Non, il y a une situation de chômage, de plein chômage, à partir de 7, je crois, et à partir de 4, tu as une situation qui est considérée comme full emploi, comme plein emploi. Plein emploi n'est pas un chômage à 0. C'est sûr, c'est juste une petite nuance, mais oui, ça va éventuellement apporter une note positive pour Obama qui est sur le bord de laisser la Maison-Blanche. On se rappelle, lorsqu'il y a 7 ans qu'il a pris le pouvoir, 7 ans, 6 ans et demi, les États-Unis étaient au bord de la faillite. Les institutions étaient en décote et connaissaient l'industrie de la construction était en pleine banqueroute et les banques elles-mêmes. Messieurs, on peut ne pas aimer l'administration américaine, ne pas aimer les États-Unis, mais il faut reconnaître qu'il y a un effort qui a été fait considérable à ce niveau-là. Mais un peu partout. Pour tous les pays, c'est-à-dire qu'on n'a pas... Moi, je parle des États-Unis, je ne parle pas de tous les pays, je parle des États-Unis, Ismaël. Mais ce que je veux dire, que quand il y a de la croissance, on dirait même la même chose. On peut ne pas aimer la Chine a une croissance de 7-8% depuis des années. Non, on parle quand on fait la Chine, on dit que la Chine devient la première économie mondiale. C'est un chapitre. Mais quand on dit que l'économie américaine prend du tonus et, mais arrête. Mais je te laisse aller. Mais il faut étudier l'économie américaine à elle toute seule. Et c'est quelque chose de positif qu'il faut dire. Tout ce que je veux dire, c'est que ça n'a rien à voir à aimer ou ne pas aimer les États-Unis pour une croissance qui concerne les Américains. Tu comprends? C'est tout ce que je veux dire. C'est-à-dire, il faut constater, c'est la plus grande puissance du monde. On sait que quand l'économie américaine a des difficultés, le monde entier a des difficultés. Pourquoi? Il y a une raison simple là-dedans.
parce que l'économie américaine, j'utilise cet emploi, a domestiqué le reste de la planète. Il est normal, en attendant qu'on se défaire, qu'on trouve des alternatives, que les gens se sentent embarrassés. Même la Chine, qui prétend devenir, dans un certain temps, un avenir pas trop lointain, même les économistes le disent, c'est-à-dire la première puissance économique, la Chine dépend aujourd'hui encore des États-Unis, même si c'est le premier créditeur. La première créditrice des États-Unis. Donc on comprend par cette liaison et des États-Unis, en fait, du reste de la planète aux États-Unis, personne ne veut aujourd'hui que les États-Unis, même si c'est le souhait quelque part que les États-Unis, en fait, perdent son hégémonie, personne ne souhaite que l'économie américaine... C'est le souhait. Mais oui, c'est un souhait. Les États-Unis perdent l'hégémonie. C'est un souhait. Moi, personnellement, en particulier, je souhaite ça. Non, mais je te le dis, c'est un souhait. Tu parles pour toi. Oui, mais c'est pour ça que je dis. Par contre, personne ne souhaite voir les États-Unis tomber en faillite actuellement, parce que le reste de la planète va tomber, en fait, va payer les conséquences. Mais il y a une chose que vous avez dit tout à l'heure, les deux ou bien l'un ou l'autre, je me rappelle pas, mais c'est pas ça le plus important. Concernant tu voulais dire quelque chose, jeune homme? Non, ok. J'imagine. Tu imagines quoi? Oh, laisse pas. Oui, bon, alors. Non, mais concernant la Chine, bizarrement, l'économie américaine fait cette remontée. Il y a justement une baisse de croissance en Chine. Tout à fait. Qui stagne un petit peu. Une stagnation, non, plus qu'une stagnation, un recul au point où on se dit la Chine va probablement commencer par demander à ses créanciers, à ses débiteurs de passer à la caisse, et on dit bon, probablement qu'il y a de ces pays qui vont bien comme premier les qui vont devoir payer comme premier débiteur les États-Unis. Il ne rit pas. Moi je ne comprends pas. Il y a des petits pays qui, lorsqu'ils doivent de l'argent, décident de tout faire pour ne pas payer, qui prennent des dispositions, qui vont devant les tribunaux, non seulement qui demandent des annulations de la dette et puis etc. Or, vous avez un grand pays qui peut demander, et on dira que la Chine doit aux États-Unis, les États-Unis doivent à la Chine, la France doit à Haïti, Haïti doit à la France. Par contre, si tu me permets. Messieurs, on ferme la parenthèse. Juste une petite parenthèse. Ah ouais. Juste une petite chose, 30 secondes. Ouais. Parce que je vais dire que ces pays, parce que c'est important là, cette histoire de dette, on sait qu'il y a ce qu'on appelle des mauvaises dettes. C'est-à-dire des dettes qui sont consenties à des pays dont toutes les dettes, c'est des dettes, Ismaël. Non, ok, dans la colonne des dettes, toutes les dettes, c'est des dettes. Cette mauvaise dette, là, c'est une nouvelle appellation. Non, c'est pas une nouvelle. Mais voyons donc. En économie, ça n'existe pas. Oui, Monsieur, dans votre cahier de comptabilité, là, il n'y a pas de mauvaise dette et de bonne dette. Quand vous devez de l'argent, vous devez pas. Non. Monsieur, il y a des créances douteuses. En comptabilité, il y a des créances douteuses qu'on efface. Donc, c'est créances douteuses. On peut pas dire que c'est des mauvaises dettes. On a ça a toujours existé. Ce que je veux dire. Non, mais des fois il me dit des choses là. En comptabilité, il y a ce qu'on appelle des créances douteuses. Non. C'est dans votre gestion qu'il y a des créances douteuses. Mais quand vous faites la comptabilité, c'est créances ou débit. C'est aussi simple que ça là. Il y a une rubrique de créances douteuses. Tu parles à un économiste à quelqu'un qui a fait des comptabilités. Il y a des comptabilités qu'on appelle créances douteuses. Il y a pas ça en comptabilité. Je m'excuse là, mais moi tous les jours mes comptables me donnent mes affaires là, ou bien tu as une créance ou bien tu dois de l'argent. Aussi simple que ça. Maintenant là, oui, dans vos considérations, vous dites ça c'est une créance douteuse et vous devez faire une autre étape, mais dans les colonnes là, nous le savons, il n'y a pas de créance douteuse. Et là, c'est une nouvelle littérature pour nous dire qu'il y a des pays, des mauvaises dettes, etc. Voilà. Quand on parle de comptabilité, on laisse ça tomber. La comptabilité. Je continue à ce que j'ai voulu dire. Ouais. Je dis que il y a dans le cas des États-Unis ne peuvent pas parler de mauvaise dette parce que c'est un pays qui en fait prône la démocratie et qui a des institutions. Ces institutions-là, c'est pas des gens qui prennent des décisions à l'emporte-pièce. C'est pas des gens qui prennent des décisions, c'est-à-dire qui donnent de l'argent à Pierre-Emmanuel, à Ismaël. C'est pas un pays avec un président qui dirige par décret. Par décret. Donc, dans ce contexte-là, et c'est pas un pays aussi qui reçoit de l'argent d'un petit pays. C'est vrai qu'ils reçoivent d'une manière, mais je parle pas, c'est pas de ça que je parle, mais qui donne
de l'argent à des dictateurs, on sait que le peuple n'en bénéficie pas. Dans ce contexte-là, les pays qui réclament l'annulation de la dette, ils font une décantation entre les dettes en fait, que le pays a consenti à accepter pour faire des investissements, pour aider leur peuple à se définir ou du moins à sortir de la misère, et de l'argent qui est consenti à des dictateurs, et on sait très bien cet argent-là retourne aux pays créditeurs. Mais voilà. tu as plein de systèmes aussi. Tu as le système de droits de tirage spéciaux, c'est-à-dire qu'on développe. Monsieur, vous êtes allé. Regarde là, on parle d'une chose toute simple. Est-ce que les États-Unis peuvent refuser de payer et dire à la Chine, vous nous exigez de vous payer tout de suite? On n'a pas l'argent pour vous payer tout de suite. C'est pas de dire que c'est des mauvaises dettes, mais toutes les raisons sont bonnes pour ne pas payer. Parce qu'on n'a pas de liquidité pour payer, on ne paye pas. Jean-Ernest, la question ne se pose même pas. Ouais. Quand Barack Obama fait toutes les fleurs qu'il fait à la Chine, quand Barack Obama ou Stephen Harper ou François Hollande rencontrent les dirigeants chinois et qu'ils évitent de les irriter avec le Dalai Lama ou la question des droits de l'homme, c'est justement parce que c'est un ami important, c'est quelqu'un, c'est une porte à laquelle on peut frapper à n'importe quel moment, donc on fait attention. Aussi simple que ça. Donc, c'est certain que les États-Unis et la Chine trouveront toujours un moyen de s'entendre sur la dette qu'il y a. Et on n'invoquera pas la mauvaise dette, ok? On n'invoquera pas ça. On dira qu'on n'a pas l'argent. Arrêtez là. Arrêtez de nous poser cette question-là. On réglera ça en temps et lieu. Messieurs, d'autres questions. En Europe, il y a des dossiers extrêmement intéressants. Le dossier de l'Ukraine. Moi, je pensais qu'on était sur le point de trouver une solution. Et là, les dirigeants européens se sont rencontrés sur la question de l'Ukraine. Il n'y a pas de solution. Naturellement, il y a le président russe qui dit qu'il ne veut pas de guerre comme telle, mais on ne s'attend pas que la chose se règle de manière toute simple. C'est-à-dire que les dirigeants ukrainiens acceptent de donner Luhansk et l'autre, n'est-ce pas, et Donetsk, comme république indépendante, et que l'Ukraine se sépare de 3 de ces provinces tout d'un coup comme ça, en disant que on ferme le dossier de cette manière-là. C'est pas comme ça que ça va se passer, puisque les dirigeants ukrainiens semblent vouloir aller jusqu'au bout, étouffer la rébellion au moyen des armes. Et surtout étouffer une population civile. Il y a quasiment une crise humanitaire en ce moment, et c'est un peu ce que demandent plusieurs institutions, dont la Croix-Rouge, pour qu'il y ait une accalmie et qu'on puisse permettre à la population qui déjà fuit les lieux. Mais ce qu'il y a, c'est que quand les gens, face à cet exode, quand les civils quittent Donetsk et Luhansk, les militaires tirent dessus. Et il y a des carnages qui sont provoqués. Et en ce moment, il y a Angela Merkel, il y a François Hollande, il y a le secrétaire d'État américain John Kerry, qui se trouve à Kiev pour essayer de mettre de l'eau dans le vin des autorités ukrainiennes pour voir est-ce qu'on pourrait aborder la question autrement, ne serait-ce que sur la question humanitaire. Moi, ce que j'entends surtout qui est important, c'est qu'on dit Vladimir Poutine n'a pas le droit de redessiner le contour de l'Europe. Non, mais parce qu'il est question de cela. Est-ce que les Européens ça c'est aussi le discours du premier ministre ukrainien qui s'est montré très sceptique ou suspicieux par rapport à ce ballet diplomatique qui est en train de se faire en ce moment. Il a dit qu'il y avait d'abord l'accord de Minsk qui disait que la Russie allait arrêter de soutenir les séparatistes russes et que l'Est de l'Ukraine allait reconnaître l'autorité du gouvernement central de Kiev. En ce moment, on dit que les soldats russes recommencent à entrer dans Donetsk et dans Luhansk, donc ce qui rend la situation encore plus difficile. Vladimir Poutine, tu l'as dit, a dit que moi, je ne veux pas de guerre, mais en même temps, il ne peut pas accepter non plus
qu'on massacre les populations russes qui vivent à la frontière de l'Ukraine et de la Russie, absolument. Et ce qui est important, Pierre, aujourd'hui, c'est de constater les faits. C'est-à-dire, tu as commencé à effleurer le cas, c'est-à-dire, on tire sur des hôpitaux. Hein? Et qui le fait? C'est l'armée ukrainienne, qui est appuyée par les Occidentaux. Donc aujourd'hui, et parce que on se rappelle, on critiquait Vladimir Poutine, qui donnait des armes, ou du moins qui appuyait des séparatistes. Mais quand il y a perte de vie humaine, quand on peut parler à un certain moment crime de guerre, moi je pense qu'aujourd'hui, il faut prendre ses responsabilités. Les responsabilités, et c'est-à-dire que les agents de presse occidentaux, les bons penseurs occidentaux qui sont toujours présents pour critiquer ceux-là qui font des crimes, aujourd'hui, qu'ils prennent leurs responsabilités et de dénoncer les criminels aujourd'hui. Moi, je comprends pas. Les criminels sont des deux côtés, ok? Il faut pas dire que c'est du côté des autorités gouvernementales seulement ukrainiennes que ça fait des massacres. La population est prise en otage. La population n'a pas demandé, et les gens, Dieu seul sait là que tous les gens dans cette région-là ne sont pas nécessairement des pro-russes. Et c'est souvent ce qui arrive dans des guerres civiles. Oui, je te laisse, je le mets tout de suite. C'est ce qui arrive souvent dans les guerres civiles. C'est difficile à distance de déterminer vraiment qui font le plus de massacres ou le plus de choses. D'ailleurs, le jugement de la Cour internationale de justice est très révélateur de cette réalité-là. Les Serbes rejetaient la responsabilité de massacres sur sur les Croates, Serbie et Croatie. Et là, on a dit que des deux côtés, il y a eu des massacres des deux côtés, et que on ne peut parler de génocide dans un cas comme dans l'autre. Mais il y a un fait indéniable aujourd'hui dans ce qui se passe actuellement, c'est-à-dire même les journalistes indépendants occidentaux reconnaissent aujourd'hui ce qui est en train de se passer, mérite d'être carrément dénoncé. Oui, absolument. Moi, c'est ce que je dis. Ouais. Effectivement, des deux côtés, il y a des exactions. Et ce qui est sûr, c'est qu'on sait depuis quand ça a commencé cette histoire-là. Deux choses qu'on ne sait pas, quand ça va finir et comment ça va finir. Et ce qui est en train de se développer, à mon sens, c'est vraiment une nouvelle Tchétchénie en Ukraine pour parler d'implication russe. Et croyez-moi, si vous voulez, les Russes ne lâcheront pas le morceau comme ça. Et l'Ukraine et les Ukrainiens d'origine, les Ukrainiens russophones, et qui veulent cette séparation et appuyés par Kremlin et Vladimir Poutine, ne vont pas lâcher le morceau comme ça. Mais, et crois-moi si tu veux aussi, hein, les Européens ne lâcheront pas le morceau. Et l'OTAN est sur pied de guerre. Oui, également. Mais l'implication des Européens, c'est pas pour arranger les choses, c'est pour les compliquer. C'est ça. Et je ne sais pas. Ah ben oui, c'est beaucoup plus compliqué aujourd'hui. Je ne sais pas. Si ce n'était pas plus compliqué, ça veut dire que la Russie serait rentrée totalement dans le pays, et aujourd'hui on parlerait pas de l'Ukraine comme un État indépendant. Parce que l'objectif c'était ça. Quand un État indépendant agit de la manière, et on me dira ce qu'on voudra, messieurs, là, celui qui était présent sur le terrain et qui a défié tout le monde, les autorités ukrainiennes comme pays indépendant à la frontière, n'est-ce pas? C'est la Russie. C'est aucun autre pays comme tel de l'Europe qui est venu. Le contre-pied dessus. Je prends le contre-pied. Alors, pour l'instant, oui, tu peux toujours prendre le pied et le contre-pied. Il n'y a pas de problème. Mais l'essentiel, moi, ce que nous avons vu, les images nous ont montré, probablement qu'on me dira que c'est des images de l'Occident. Encore une fois, c'est des convois de camions russes, n'est-ce pas, qui sont rentrés sous le couvert, sous un faux prétexte en disant qu'ils allaient apporter des vivres et des médicaments à des gens. Et pourtant, c'était des armes qui étaient là-dedans. Ça, là, moi, je n'ai vu aucun autre pays faire ça. Ou la France, ou aucun autre pays. Est-ce qu'on se rappelle la genèse de cette crise, monsieur? La genèse de cette crise. Il faut accepter. C'est un président élu qui a été renversé. Non seulement qui a été renversé. C'est la première fois qu'on voit ça. Mais attends. Ce qui a été constaté sur la place publique en Ukraine, on a vu les Occidentaux passer, aller faire ce qu'on appelle haranguer les foules,
pour faire ce qu'on appelle ce coup d'État. Ils avaient les dirigeants. Ah oui, tu avais le ministre des Affaires étrangères canadien, John Baird, qui était à la tête de manifestations. John Baird était à la tête d'une manifestation. Et ça veut dire que c'est lui qui l'a fait, la manifestation. Mais messieurs, c'est la genèse. On ne s'entendra pas là-dessus. Donc, quelque part, c'est les Européens qui ont créé ça, et leur implication ont fait en sorte que c'est devenu aussi compliqué. Quand ils interviennent comme ça, c'est pas pour arranger les choses, comme je vous l'ai dit. En tout cas, de toute façon, faut modérer nos propos, messieurs. Faut toujours trouver les moyens de dire les choses, parce que le monde a changé, messieurs. Lorsque vous me parlez d'Européens, les Russes sont là aussi, ils sont pas loin là, ils sont des Européens non, aussi. Mais sauf... Lorsque vous me parlez d'Occidentaux, je ne sais pas où classer les Russes, moi. Messieurs, ça, c'est une autre question. Et c'est fondamental. Je suis d'accord. Tu as la notion. Okay. Mais tu sais très bien qu'il y a deux notions de détermination des territoires. Tu as la notion géographique et tu as la notion géopolitique. Alors, géopolitiquement, comment on classe la Russie n'est pas en Europe. Comment géopolitiquement, non. Comment on il n'est pas en Occident. Ben voilà, c'est ça. Il n'est pas en Occident. Il n'est pas en Orient non plus. Il n'est pas en Orient non plus, messieurs. Alors, il est un classe. La Russie est un classe. Le concept, messieurs. Oui, parce que le concept occidental est plus... Sérieusement, c'est ce dossier extrêmement intéressant de l'État islamique. C'est l'horreur de cette guerre qu'on a vue, et en plus ils ont cette capacité de faire peur. Ça, c'est exactement la définition de celui qui se fait passer pour assassin, mais qu'on va appeler sous un autre nom, n'est-ce pas, qu'on va appeler terroriste. C'est la terreur. Ils ont l'État, je parle de l'État islamique, où les dirigeants, n'est-ce pas, ont mis dans une cage de métal un homme, un pilote jordanien de son État, et lui ont envoyé ils l'ont immolé. Envoyé des boules de feu, ils l'ont immolé, et ils l'ont filmé, là. C'est pas des choses qu'on a dites, c'est des choses qu'on a vues à la télévision. Et l'État jordanien de décider de prendre le contre-pied. Il y avait 2 prisonniers qui avaient été condamnés et qui étaient condamnés donc à mort, et ils les ont effectivement exécutés. De là à dire, est-ce que c'est l'avenir, c'est la réponse à donner par la communauté internationale, ou, si vous voulez encore, par l'Occident, parce que l'Occident se fait avoir dans cet échange, n'est-ce pas, dans cette guerre. L'Occident se fait avoir en ce que nous avons des lois en Occident, nous avons des chartes en Occident, et ces terroristes viennent sur notre propre terrain et nous défient sur notre propre terrain et revendiquent nos chartes et nos lois, n'est-ce pas, pour se protéger. Alors, est-ce que, même si on va être contre ce qui se fait par la Jordanie en disant que la Jordanie c'est pas un État démocratique, mais raison de plus pour ne pas prendre et ne pas nous éterniser sur le cas jordanien, mais juste en regardant ça là, en se disant, est-ce qu'il faut pas dire œil pour œil, dent pour dent? Est-ce que l'Occident ne doit pas se doter de lois, de mesures de guerre et de dire, on y va face à la terreur, comme à la terreur, et face à la terreur, on envoie la terreur. Première des choses, je pense que ça a été une grave erreur de l'État islamique de faire ça. Et cette erreur-là, l'Occident est en train de profiter de ça, parce que, avec cette erreur-là, l'Occident n'a pas besoin de collabos pour combattre l'État islamique, ce qui serait la meilleure façon d'en finir avec eux. Et je crois que, avec la Jordanie qui est impliquée et qui a une motivation complètement... Et personnelle. Et personnelle, là, avec ça. Et vous avez entendu à la fois le roi Abdallah II, ainsi que son ministre de l'Intérieur et de la Défense, parler de cette question-là. C'est très personnel. Le roi en fait une affaire personnelle. Et ils promettent vraiment de détruire l'État islamique. Et là, c'est vraiment, pour l'Occident, je trouve que c'est du bonbon, cette erreur-là de l'État islamique. Parce que l'Occident n'aura plus besoin soit de dépenser trop,
la Jordanie est en train de faire son travail, le travail que l'Occident voulait faire. Si tu me permets, je pense que c'est de la parole. C'est de la parole. Premièrement, la Jordanie faisait partie déjà de la coalition. C'est pour ça. Non, mais c'est pas de la parole. Il y a eu des actions, là. Attends. Des actions concertées. Et les Américains ont participé. On va laisser Ismaël, continuer. La Jordanie faisait partie déjà de la coalition. La preuve, c'est qu'on a capturé un soldat. C'est-à-dire, il était déjà sur le champ de bataille. Deuxièmement, on sait que la Jordanie n'a pas la politique, n'a pas les moyens de sa politique. C'est-à-dire, ce qu'il dit, la Jordanie, comme faisant partie de cette coalition, va avoir utilisé les moyens occidentaux, va faire partie d'une certaine coalition, mais laisser la Jordanie seule devant cette... Comment laisser la Jordanie seule? La Jordanie va continuer à être dans la coalition. Pourquoi je peux pas parler? Mais quand vous parlez, je vous interromps pas. Mais quand tu dis des choses, laisser la Jordanie seule, il n'a jamais été question de laisser seule. Après tu viendras. Laisse-moi dire mon mot. Non, je ne discute pas. On fait? Non, mais je vous laisse parler. Dès que je dis un mot, vous prenez vous intervenez. Laissez-moi terminer une phrase. Mais non, moi je vous laisse. Ismaël, vous avez besoin de parler. Ismaël, on ne fait pas une émission comme ça. Depuis quand qu'on était chez les bonnes sœurs, on peut interrompre l'autre en disant qu'on... Souvent, quand c'est moi, vous me dites que je fais du bruit. Je vous interromps. Est-ce qu'on fait du bruit là? On ne fait pas du bruit. Non, je dis quand c'est moi. C'est pas ça que je vais pas dire. On te fait remarquer que tu parles de la Jordanie seule dans la coalition. J'ai pas dit ça. Tu viens de le dire. Je dis laisser, j'ai même pas terminé la phrase. Mais si je termine pas une phrase, comment vous voulez comprendre ce que je veux dire? Termine. Je dis laisser la Jordanie seule là-dedans ne résoudra pas le problème parce que la Jordanie n'a pas les moyens de sa politique. La Jordanie sait très bien, c'est de la parole ce que la Jordanie dit. Tout simplement, ces genres de crimes, c'est des crimes qu'on ne peut pas laisser impunis. Néanmoins, ce que j'ai voulu ajouter, ces genres de crimes doivent être condamnés et par tout humain, par toute personne morale. Et quel que soit le crime, d'où le crime vient. Moi, je ne vois pas de différence entre ce crime qui a été, ce bonhomme qui a été mis dans une cage pour être brûlé vif avec une personne qu'on attache sur une chaise pour être tué de la même manière. Dans ce contexte-là, c'est pour ça, moi, je suis contre toute peine de mort. Tous ces gens, ces criminels, quel endroit où ils se retrouvent, qu'ils soient des criminels légaux ou des criminels illégaux, donc moi je sais que ces gens de crimes, c'est mort d'homme, moi je suis contre ça. C'est pour cette raison, je prends le contre-pied de ceux-là qui vont dire que il faut établir des mesures de guerre pour faire ces genres de choses. Moi, je suis contre ces genres de choses parce qu'on ne peut pas entrer dans des situations juste parce que on se retrouve dans une situation pour suivre exactement les mêmes actions de ces criminels. Voilà, c'est mon point de vue. Alors, moi, je redis ce que j'ai dit tout à l'heure, Ismaël, parce que quand tu dis laisser la Jordanie seule, j'ai pas dit ça. La Jordanie n'a pas les moyens, laisser la Jordanie. Je n'ai pas dit ça. Bon, tu viens de redire. Je n'ai pas dit laisser la Jordanie seule. On va faire entendre, on va demander la bande et puis on va. Il faut laisser la Jordanie seule. Non. Tu n'as pas dit, il faut laisser la Jordanie seule là-dedans. La Jordanie n'a pas les moyens. Voilà. Donc, alors, laisser seul, ça veut dire ce que ça veut dire. Ok, les paroles ont leur sens. Alors, cela étant dit, on n'a jamais dit qu'on laisserait la Jordanie seule là-dedans. La Jordanie fait partie de la coalition. La Jordanie continue de fait à faire le travail qu'il fait, sauf que la Jordanie met beaucoup plus qu'avant. En met beaucoup plus, prend la chose personnelle depuis qu'on a tué son pilote. Alors, c'est évident. Et moi, j'ai bien aimé la sortie de Jean Dumas en disant que oui, ça va attiser les passions. Ce fait-là va tourner contre les membres de l'EI, n'est-ce pas, qui veulent établir la terreur. Eh ben, ouais, il y a d'autres nations de la région qui sont sensibilisées par la chose davantage et qui n'entendent plus à rire, n'est-ce pas? Moi, je crois que c'est un pas de plus dans l'horreur. Je retrouve Ismaël sur le fait que, bon, l'État islamique Ismaël ne l'a pas dit comme ça, mais nous avait déjà habitués avec l'horreur, avec les décapitations en public sur vidéo. L'immolation a été un pas de plus dans l'horreur, et c'est vrai que ça légitimise encore plus toutes les attaques qu'on va faire contre l'État islamique. Mais par rapport à la Jordanie, il faut effectivement rappeler
quelque chose de fondamental. Depuis le 11 septembre. Je voulais pas aller là. Depuis le 11 septembre. Je voulais pas aller là parce que la question au départ. La Jordanie fait partie de cette coalition contre le terrorisme. Et la Jordanie, c'est un des pays qui servait de base de torture pour, avant d'amener les gens vers Guantanamo. Non, mais je veux dire que, parce que ça, on le sait, Pierre. Non. Ce que j'ai voulu dire, est-ce que il y a là une base, parce que la question qui a toujours été posée, c'est et la fragilité de l'Occident justement, c'est le fait que nous ayons des lois. C'est ce que j'allais dire. Et que nous ayons des lois que nous voulons à tout prix respecter. Nous sommes très sensibles par rapport à nos droits individuels, les droits collectifs qui sont reconnus dans des chartes, etc. Et de voir l'ennemi arriver et utiliser nos droits, nos chartes, tout ce qu'on veut à son profit et au détriment de l'Occident, on s'est dit à un moment donné là, et c'est là où je parle des lois de mesure de guerre, et vous voyez de plus en plus, messieurs, faut pas se méprendre là, de plus en plus, vous avez donc ces mesures qui sont prises, ces lois qui sont modifiées pour donner beaucoup plus de pouvoir à des corps. Ismaël, faut m'écouter, là. Non, je t'écoute. Non, je t'écoute. Parce que non, mais, non, t'en fais pas. Non. Écoute-moi, Ismaël. Non, je t'écoute. C'est pas des messages que je reçois. Je sais que tu Bon, je n'ai rien dit. Je n'ai rien dit. Regarde, je sais que tu as l'habitude de dire ça, mais tu sais, je te vois parfois. Je n'ai rien dit. Tout le monde a un téléphone intelligent, guys. Tu es trop intelligent. Non, mais tu répondais à un message, mais ce n'est pas nécessairement des directives que tu recevais. Non, c'est ça. Non, mais j'ai même pas répondu. Non. J'ai essayé de voir qu'est-ce qu'il y avait. Alors, messieurs, de plus en plus, donc, il y a ces lois-là qui sont prises en Occident, particulièrement au Canada. On renforce les dispositions législatives qu'on avait déjà pour donner un peu plus de mordant à nos lois, parce qu'on reconnaît qu'on fait face à un État, mais à un ennemi, qu'on peut pas maintenir, qu'on peut pas juguler tout simplement, parce qu'il utilise un peu virtuel, mais qui fait des choses réelles et qui, alors, il faut trouver la mesure pour combattre cet ennemi-là. L'existence est virtuelle, mais l'horreur est réelle. Mais il y a une chose, Jean-Ernest. Vous verrez que l'Occident essaye, et des fois ça frise le ridicule, comme la question de l'apologie du terrorisme, etc. Le ridicule ne tue pas malheureusement encore, mais ça finira par le faire quand on voit en France le nombre de cas qu'on rapporte, y compris cet enfant de 10 ans qu'on a arrêté dans une salle de classe parce qu'il disait « moi je ne veux pas faire... moi je ne suis pas Charlie ». L'enfant a dit « je ne suis pas Charlie ». Alors bref, pour ce que tu disais concernant la peine de mort. Mais la peine de mort existe déjà en Occident. Ouais. Les Américains utilisent la peine de mort à tour de bras. OK? C'est pour ça que j'ai parlé et la Jordanie, c'est ça. La Jordanie, on le dira aussi, a exécuté, parce que ce qu'on est en train de se dire, est-ce qu'on va suivre l'exemple de la Jordanie? La Jordanie a exécuté des prisonnières irakiennes qui étaient entre ses mains, mais on rappellera aussi, que la Jordanie les avait jugés. Ces gens avaient été jugés et condamnés. Tout à fait. Et en Jordanie, il y a la peine de mort. Donc, on dira que l'exécution a probablement été précipitée et l'association a été clairement faite, si on veut, puisqu'on demandait, l'État islamique demandait la libération de cette Irakienne en particulier qui semble avoir été le chef d'un commando. Mais se demander est-ce qu'il faut suivre la trace de la Jordanie, je crois que c'est remettre un peu en question des acquis démocratiques que vous avez. Non, s'il vous plaît. Non. C'est moi, Ismaël. Monsieur, vous m'avez dit au départ
que l'Occident a été obligé d'utiliser la Jordanie en particulier pour sous-traiter la violence. Pas a été obligé, a utilisé. Oui. Je m'excuse, j'enlève tout de suite. OK, j'enlève tout de suite. Moi, quand je reconnais mes fautes, a utilisé le territoire jordanien pour sous-traiter la violence. C'est parce que la torture, la violence, la torture. Non, la torture, bon, Pierre, tu me feras plus de la violence. Mais messieurs, c'est parce que on reconnaît qu'on ne peut pas pratiquer la torture en Occident, qu'on s'est senti obligé d'aller chez un voisin qui peut fermer les yeux et alors donc c'est une réalité pour nous. Et regarde là, tu me parles encore une fois des acquis démocratiques qui sont acquis en Occident et qu'on veut pas remettre en question. Moi non plus, je ne veux pas remettre en question ces acquis-là. Mais si je suis pris face à un ennemi qui utilise, qui en profite de la situation, mais messieurs, moi je ne demande que ça. Qu'on enlève pour un certain droit certains acquis démocratiques. Et vous savez, même légalement, on pose la question quand on doit arriver devant un tribunal pour savoir des changements législatifs qu'on apporte parce que ces changements-là enlèvent des droits à des individus. Et on pose la question, est-ce que dans un État démocratique, compte tenu de toutes les circonstances, on peut agir de la sorte? Et souvent, on va répondre oui, et c'est correct, là. Attends, c'est correct. Comment enlève des droits pour en finir avec l'ennemi qui nous attaque, mais tout le monde en même temps? Attends, souvent, on dit dans la société... On doit faire la pause, rapidement. Vas-y, mais... Non, reviens, j'ai pas besoin. Non, je te donne... Non, regarde là, c'est moi qui fais l'émission. Ok, parce que je vais avoir le temps de dire ce que j'ai à dire. Ok, c'est long. Mais ne fais pas trop. Non, j'en ferai pas trop. Tu vois combien je suis sage aujourd'hui? Jusqu'à. Oui. On va prendre une demi-heure à la fois. Ce que je veux dire, messieurs. Et parfois, dans la société, on dit, quand quelqu'un pose un geste horrible, ça n'arrive pas comme ça. C'est quelque chose qui sommeillait à la personne, même si on dit, cette personne-là ne paraissait pas comme ça. Et ces genres de mesures-là arrivent souvent par des gouvernements qui avaient des comportements réactionnaires cachés, qui sautent sur des occasions pour les mettre de l'avant. C'est-à-dire des lois, des mesures de guerre pour enlever à des sociétés, c'est-à-dire dont ils caressaient ces gens-là, d'enlever les droits individuels à des gens parce que dans leur idéologie, dans leur façon de voir la société, c'est pas normal que la majorité, que tout le monde puisse jouir d'une certaine liberté et que les gens puissent agir normalement. Donc, ils vont sauter sur des occasions pour essayer de faire ce qu'on appelle une sorte de propagande, lavage de cerveau, de sorte que quand ils vont poser leurs actions, que ces actions-là soient acceptées par la majorité. Heureusement, dans ces sociétés-là, la majorité n'a pas toujours raison. Il y a des gens, la minorité souvent a raison. Dans ce contexte-là, c'est pour ça que je dis, je fais la nuance. Et c'est pour ça qu'on va voir ces gens qui vont prendre des mesures de guerre pour, soi-disant, courir après quelques individus malades qui vont poser des actions contre la société et que ces gens-là soient associés à toute une panoplie de gens pour dire que c'est tout le monde qui agit comme ça. Et des gens comme moi, des gens comme d'autres seront aux aguets, seront devant la scène pour dire non à ces gens de famille parce que dans nos sociétés, on ne peut pas accepter cette histoire de mesures de guerre. C'est ce que tu voulais dire. Absolument. C'était ça le discours. Ça veut dire que il n'a pas retenu ce que j'ai dit du tout. Autrement dit, ou bien il acquiesce que cela se fasse de cette manière-là, c'est-à-dire que l'ennemi identifié utilise nos lois pour nous défaire et gagner la guerre contre nous, n'est-ce pas? Ou bien il accepte ça. Je parle de mon ami et frère Ismaël, et qu'on nous défasse sur notre propre terrain à partir de nos lois, en utilisant nos lois.
ou bien alors il n'a rien compris. On ne fait pas la même lecture. Ou bien, parce qu'on n'a pas la même lecture de la situation. Alors on reste là-dessus sur un désaccord, Ismaël. C'est parce qu'il va tuer la République. Non, la République va continuer à vivre. On fait la pause commerciale, mesdames, messieurs. On revient pour la suite dans un instant. Centre de service